Messieurs et dames, bienvenue dans ce nouveau numéro de Le Siège. Nous vous faisons découvrir les travaux en plénière dans les deux chambres du Parlement, les réalisations au niveau des assemblées provinciales. Nous faisons également l'analyse de l'actualité socio-politique dans le pays et dans la sous-région avec les leaders politiques, les leaders d'opinion, mais les analyses politiques également. C'est un réel plaisir pour moi aujourd'hui de vous présenter cette émission depuis Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Et nous analysons cette actualité avec un défenseur de droits de l'homme et activiste politique qui n'est plus à présenter. Il s'agit de Maître Jean-Claude Katende. Il est président de l'ONG Azado, avocat au barreau près la cour d'appel de Lubumbashi et il vient d'être élu vice-président de la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme. Je vous prie de suivre cet entretien. Au-delà de ce que vous connaissez déjà, je suis Jean-Claude Katende. Je suis avocat inscrit au barreau du Haut-Katanga et en même temps, je suis aussi président national de l'Association africaine de défense des droits de l'homme Azado. Et hier, j'ai été élu comme vice-président de la Fédération internationale des droits de l'homme, la FIDH. Les vacances parlementaires permettent en fait aux députés et aux sénateurs de rentrer à la base pour pouvoir, n'est-ce pas, recueillir les points de vue des électeurs sur leur travail, mais aussi les préoccupations des électeurs. Et à entendre ce qui s'est passé, il faut d'abord rappeler que le président de la République avait promis qu'il donnerait un peu plus d'argent aux députés et aux sénateurs pour les actions sociales qu'ils mènent au niveau des électeurs, ce qui n'est pas en fait leur travail, c'est le travail du gouvernement. Mais aux dernières nouvelles, nous avons entendu qu'il était difficile à plusieurs d'entre eux, sénateurs comme députés nationaux, de pouvoir rendre les rapports de leur travail en vacances parlementaires. Ce qui doit en principe, et je pense que c'est une obligation pour eux de pouvoir effectuer ces vacances parlementaires pour lesquelles ils reçoivent l'argent public de l'État. Mais ce devoir n'est pas toujours fait par tout le monde. Ceux qui pensent que pendant les vacances parlementaires, les députés ne font rien, on peut leur donner raison dans une certaine mesure, surtout quand on demande aux députés de rendre les rapports de leurs vacances parlementaires et que ces rapports ne viennent pas. La conclusion pour la population, pour nous qui suivons, c'est que si les rapports n'existent pas, c'est qu'ils n'ont rien fait. Et s'ils n'ont rien fait, il n'y aura pas de rapport. Mais il ne faut pas globaliser la question parce qu'il y a toujours des députés, des sénateurs qui vont sur terrain, qui parlent avec les électeurs et qui reviennent avec les rapports de leurs activités parlementaires, ce qui est une bonne chose, ce qui doit être encouragé parce qu'ils sont là pour ça et chaque député, chaque sénateur doit pouvoir jouer convenablement son rôle. Les priorités pour les budgets 2023, je pense que le président de la République avait fait une déclaration saisissante que nous avions estimé, nous, qu'elle était très importante, c'est de dire qu'il faut réduire les trains de vie des institutions. Parce que vous savez que plus de 50% du budget de la République démocratique du Congo sont consacrés au fonctionnement des institutions. Et ça donne l'impression que les animateurs des institutions publiques profitent du budget de l'État pour s'auto-octroyer les fonds publics.
Et le président a demandé qu'on réduise les trains de vie des institutions. Ça veut dire qu'on réduise en fait l'argent destiné au fonctionnement des institutions et qu'on l'affecte ailleurs dans les questions prioritaires pour nos populations, pour nos communautés. Maintenant que le président de la République a la majorité au niveau de l'Assemblée nationale, nous voulons voir concrètement que cette déclaration du chef de l'État est respectée. Et pour répondre à votre question, je crois qu'il faut qu'une grande partie de l'argent du budget soit destinée aux investissements sociaux, aux investissements économiques pour permettre à notre peuple de se retrouver. Parce que si on n'investit pas dans les social et dans l'économie, le peuple ne se retrouvera pas, ce qui n'est pas une bonne chose. Et la devise du gouvernement qui est « peuple d'abord » ne va pas être soutenue, ça va être tout simplement un mensonge. Je pense que le budget, vous avez dit 14 milliards, ça fait 14 milliards, 6. C'est presque 15 milliards. Et je pense que c'est un budget réaliste. Pour la simple raison que le travail qui est fait par l'IGF a permis une certaine mobilisation des recettes de l'État. Et aujourd'hui, nous pensons que si au-delà du travail qui est déjà fait par l'IGF, il y a la justice qui agit, il est possible non seulement d'atteindre les 15 milliards, mais d'aller au-delà. Parce qu'il y a de l'argent dans ce pays. Et vous savez aussi que, par exemple, à l'est de notre pays, cela a été démontré par plusieurs rapports, n'est-ce pas, parlementaires, mais aussi comme des ONG, qu'il y a la fraude minière à l'est de la République démocratique du Congo et que cette fraude minière ne permet pas à tout le monde de pouvoir, n'est-ce pas, entrer en possession de l'argent. Donc, c'est ça. En fait, nous avons fait un choix. Les choix, en fait, de la démocratie. Et la démocratie ne peut pas fonctionner sans élections. C'est pour ça qu'il est important que nous puissions non seulement faire en sorte que ces élections soient financées, principalement par l'État congolais, parce que si nous prenons de l'argent des partenaires au développement, ils chercheront à dire un mot sur la manière dont nous organisons nos élections, mais il est clair pour nous que les élections coûtent cher et que cet argent pouvait être investi dans les secteurs prioritaires. Mais si vous voulez une légitimité, surtout dans le contexte de la République démocratique du Congo, où les gens ont besoin de choisir leur président, leurs députés, il faut leur offrir cette opportunité. C'est une dépense, les élections coûtent cher partout. Et le malheur dans nos pays, en Afrique et particulièrement en République démocratique du Congo, les élections coûtent cher, non seulement sur le plan financier, mais sur le plan humain aussi. Parce que si, par exemple, pour les élections de l'année prochaine, un consensus n'est pas trouvé entre la majorité et l'opposition, il est clair que nous arriverons certainement à des troubles et à des pertes en vie humaine. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui que nos politiciens se mettent autour de la table et conviennent des réformes essentielles qu'il faut faire pour que les élections aient lieu et que nous puissions avoir des élections sans mort d'homme, sans perte en vie humaine? C'est ce qui est plus important pour moi. L'argent, on peut toujours le trouver, mais quand les élections s'accompagnent à la fin des citoyens, des citoyennes, de compatriotes qui sont tués parce que X a volé la victoire des Y ou parce que les règles fondamentales d'une élection n'ont pas été respectées, je pense que ça, c'est le côté qui coûte le plus cher. Le contrôle parlementaire dans sa forme actuelle ne me convainc pas, c'est un peu du théâtre, quoi. Hein, c'est un peu du théâtre parce que si vous prenez le cas de M. Chéribin
Okende, vous allez vous rendre effectivement compte que les faits qui lui sont reprochés peuvent être reprochés à tous les ministres. Dites-moi aujourd'hui dans quel secteur on peut dire que le peuple congolais est satisfait de la manière dont le gouvernement travaille. Sur le plan sécuritaire, il y a des problèmes sérieux. Ça veut dire en d'autres termes que aujourd'hui, le gouvernement devrait interpeller les ministres de l'Intérieur. Les ministres de l'Intérieur et les ministres de la Défense. Si vous allez aussi sur le plan de l'énergie, de l'eau, vous allez trouver que certainement le gouvernement Tshisekedi a fait des progrès en ce qui concerne l'eau parce qu'il y a quand même 2 nouvelles usines de fourniture en eau potable qui sont construites à Kinshasa, mais ce n'est pas sur l'ensemble du pays. Mais les secteurs où ça n'a pas du tout marché, c'est les secteurs de l'électricité. Là, c'est vraiment la catastrophe et je me demande même pourquoi certains dirigeants de la SNEL sont toujours maintenus en poste. Si vous prenez, par exemple, les secteurs de l'agriculture, il y a des problèmes. Donc, on a voulu peut-être régler des comptes à M. Okende parce qu'il a déclaré sa fidélité à M. Moïse Katumbi Chapwe. Mais ce que j'ai apprécié en cet homme politique, c'est qu'il a démontré qu'on peut rester loyal au président de la République en assumant convenablement les tâches publiques qui confiées, mais en même temps aussi rester attaché à son parti politique ou à son regroupement politique. Ce que nous déplorons dans notre pays, c'est le fait que les politiciens congolais tournent la veste à chaque coup. Aujourd'hui, vous voyez que tout le monde ne jure que par le président Tshisekedi. Jure la fidélité, jure, je ne sais pas, on trouve toutes les expressions possibles pour dire que sans président Tshisekedi, ils vont mourir. Mais si aux élections de 2023, que quelqu'un d'autre passe président de la République, vous allez voir que les mêmes personnes vont quitter le président Tshisekedi pour aller chez le nouveau locataire du palais de la nation. Et ça, c'est préjudiciable, non seulement à nos populations, mais c'est préjudiciable aussi à notre jeunesse qui ne trouve pas des modèles, qui pense que en politique, on n'a pas de convictions, on n'a que des intérêts, notamment liés à l'honneur, parce qu'il y a des gens vraiment sont prêts à tout faire pour être des ministres. Ils pensent que leur honneur dépend essentiellement du fait d'être ministre, mais aussi leurs finances dépendent du poste de ministre. Mais nous devons être un peuple attaché aux idées. Et le fait que nous n'avons pas des politiciens qui défendent de manière acharnée leurs idées et qui demeurent, nous avons une classe politique vacillante et nous avons un peuple qui va aussi dans tous les sens. Et après, on se dit, nous n'évoluons pas. Si vous prenez des États comme les tigres de l'Asie, vous prenez les États comme la Chine, il y a une certaine rigueur dans la réflexion. Et cette rigueur, elle est importante. Et aujourd'hui, les gens naviguent à coup de pouvoir, à coup de billets de banque pour aller dans telle autre direction. Et je me dois, devant votre caméra, de féliciter M. Cherubin Okende pour sa position. Et je crois que c'est des pareils politiciens, pareils hommes politiques qu'il faut soutenir. J'étais parmi les Congolais qui ont été déçus par cette nouvelle, mais j'avais pris position pour dénoncer ce fait. Et jusqu'à aujourd'hui, ce qui est malheureux, c'est qu'il est difficile de savoir le président de la République qui touche combien. Lui-même, il dit qu'il ne connaît pas son salaire. Alors comment nous, les citoyens, allons-nous le connaître? Et quand vous parlez avec les députés, chacun vous donne un montant qui n'est pas uniforme. Et là, nous estimons tout simplement que c'est quand même une bêtise d'avoir une institution aussi prestigieuse être dirigée sans qu'on soit sûr de combien d'argent les députés touchent et combien d'argent le gouvernement donne à notre Parlement ou à notre Assemblée nationale. Dans un pays où les gens vivent par jour avec de l'argent en deçà d'1 $, je crois quand même que donner
21 000 $ mensuellement à des gens qui font un travail limité, dont l'impact n'est pas très visible parce que le gouvernement n'est pas du tout contrôlé. Donner 21 000 $, c'est trop. Je pense que le rôle d'un journaliste, c'est de diffuser l'information. De diffuser l'information pour que les citoyens soient au courant de ce qui se passe. Et que dans le contexte où nous sommes, j'aurais bien voulu que le gouvernement donne certaines directives, par exemple en ce qui concerne les informations liées à la guerre de l'Est de la République démocratique du Congo. Mais se réveiller le matin, faire la chasse à un journaliste pour telle raison ou telle autre, je trouve ça en démocratie, je trouve que c'est quand même un fait très grave. Et vous savez, quand vous prenez le travail de l'ANR, le travail de l'ANR, ce n'est pas seulement de traquer les journalistes, de traquer les acteurs de la société civile et de traquer les politiciens de l'opposition. Mais c'est un travail global. Mais comment aujourd'hui on peut se rendre compte que Bunagana cette cité a été prise par des rebelles sans que l'ANR ne soit au courant? Ils s'occupent de quoi finalement ces messieurs? Aujourd'hui, nous avons des institutions qui sont infiltrées. Ces gens s'occupent de quoi? Voilà les questions essentielles sur lesquelles nous aurions souhaité voir un travail appréciable de l'ANR. Mais ces gens, ils sont dans la province du Nord Kivu, ils sont à Bunagana, la ville a été prise sans qu'ils ne soient au courant. Donc, nous pensons que l'ANR a autre chose à faire que de traquer les journalistes, de traquer les hommes politiques et les acteurs de la société civile. Depuis le début, j'ai toujours été contre l'état de siège. J'ai toujours été contre l'état de siège. Vous savez, le malheur que des hommes comme nous avons, c'est de voir le malheur venir dès le début. Quand tout le monde est enthousiasmé de soutenir telle action ou telle autre, mais vous l'analysez non seulement pour le présent, mais avec une perspective pour l'avenir. Et quand vous dites quelque chose, on ne vous croit pas. Et la conséquence, c'est qu'aujourd'hui, l'état de siège est décrié par tout le monde. Les résultats ne sont pas palpables. Les tueries n'ont pas du tout diminué. Et c'est pendant l'état de siège que Bunagana a été prise. Qui l'aurait cru? Nous aurions souhaité qu'une autre ville d'une province qui n'est pas sous l'état de siège soit prise. Mais là, vous avez affaire à une cité qui est dans une province déclarée en état de siège. Donc, quelque part, c'est ce que nous avions dit dès le départ était conséquent. Donc, pour nous, l'état de siège, c'est un échec total. Non seulement que nous, les citoyens, nous les décrions, même les députés de l'Ituri, comme les députés du Nord Kivu, décrient l'état de guerre. Le président lui-même avait promis d'en faire une évaluation. Nous avons appris que c'est possible que ça se fasse à la fin de cette année, mais finalement, les résultats sont médiocres par rapport aux ambitions qui avaient motivé cette décision. Non, je ne pense pas que mes interventions peuvent être jugées de sévères. Non. Je demande ce qui est normal pour un citoyen. Je demande ce qui est normal pour un citoyen. En tant que citoyen, nous avons besoin de manger, nous avons besoin de la sécurité. Et quand ces biens prioritaires ne sont pas fournis, on doit se plaindre. Vous savez que j'étais parmi les premières personnes à dire que les troupes rwandaises étaient en République démocratique du Congo. Et je l'ai dit plusieurs fois. Mais j'ai eu des attaques de toutes parts. Mais il a fallu que le président le dise par la contrainte de la vérité pour que tout le monde se rende compte, ah bon, les troupes rwandaises étaient en République démocratique. Nous les savions bien longtemps. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que
au-delà de ce que nous voyons, l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo ne va pas prendre fin par la diplomatie. Je le dis et je le répète tout le temps. Pourquoi? Parce que les gens ne s'imaginent pas que l'économie rwandaise fonctionne à plus de 50% avec les ressources volées en République démocratique du Congo. Ça veut dire en d'autres termes que mettre fin à l'insécurité à l'est du mettre fin à l'insécurité, je voulais dire, à l'est du Congo, voudrait tout simplement dire asphyxier l'économie rwandaise. Et c'est pour ça que vous voyez que non seulement que notre gouvernement a dénoncé cette agression, la communauté internationale l'a fait aussi, mais le président Kagame et son gouvernement ont pris quand même le courage de s'ingérer dans les affaires du Congo en demandant à ce que les actions du gouvernement congolais contre les M23 ne puissent pas être réalisées. Vous vous rendez compte? C'est pour vous dire que c'est une question de vie ou de mort pour le Rwanda. Et c'est pour ça que nous estimons que la solution à cette crise, à cette insécurité, dépendra de la détermination de nos autorités, mais aussi de la détermination de notre armée. La République démocratique du Congo dit par les plus hautes autorités du pays que nous sommes agressés. Et vous savez ce que ça signifie, agression sur le plan international. C'est un acte extrêmement grave. Alors, il ne faut pas que nous puissions utiliser des mots sans leur donner des conséquences qui conviennent. Vous êtes agressé, votre pays est occupé. Vous êtes agressé et votre pays est occupé par des troupes étrangères. C'est une agression. Et entre-temps, vous ne prenez pas des décisions à la hauteur de ce que vous dites. Prendre des décisions à la hauteur, c'est de dire un pays qui nous a agressés, c'est un pays ennemi, mais en tant que citoyen, j'ai le droit de me poser des questions si réellement ce qu'on nous dit, c'est la vérité. Et les autorités congolaises, ils vont quand même des mains mortes par rapport au Rwanda. Je me demande personnellement si ce que le Rwanda fait au Congo, c'était le contraire, que c'était le Congo qui occupe par exemple Gisenyi. Mais je crois que la réaction du Rwanda allait être imminente et sérieuse. Donc il ne faut pas qu'au niveau international, je crois, nous croisons des fois des collègues des autres pays africains, comme des pays occidentaux, qui nous demandent, mais est-ce que vraiment votre pays est agressé? Parce que la réaction de nos autorités n'est pas à la hauteur de l'agression. Est-ce que le Rwanda occupe votre pays? La réaction de nos autorités n'est pas à la hauteur de ce qui se passe. Et les gens se demandent, mais on a tué 10 millions de Congolais chez vous. Mais qu'est-ce que vous faites, vous, les Congolais? Vous ne vous révoltez pas. Vous ne faites pas des marches. Vous ne faites pas ceci. Qu'est-ce qui se passe? Donc, à un moment donné, la communauté internationale se demande, est-ce que vraiment on a affaire à un peuple consciencieux de sa responsabilité dans le contexte actuel? Je pense que le premier soutien que nous nous demandons, c'est le soutien du gouvernement. Notre armée doit être soutenue sur le plan matériel, sur le plan alimentaire, mais aussi sur le plan moral. Et c'est pour ça que nous avons décidé de faire régulièrement des messages de soutien à nos forces armées, parce que nous estimons que les phases se battent pour notre dignité. Nous sommes humiliés par le fait qu'une cité de notre pays est occupée par des troupes étrangères. Et ça, c'est inacceptable. Mais il faut aussi que l'armée puisse penser aux orphelins, aux veuves des militaires, mais surtout prendre soin des femmes et des enfants des militaires qui sont au front. Je crois que ça va être un acte fort. Je sais que le gouvernement du président Tshisekedi fait des efforts dans ce sens-là, mais ce n'est pas assez. Il faut aller davantage, il faut aller plus loin. La FIDH, c'est la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, une organisation de droit français qui a été créée en 1922
et qui est une de premières organisations mondiales à travailler sur la question de promotion et de droits de l'homme. Et cette organisation, cette fédération regroupe à peu près 197, si je ne me trompe pas, organisations nationales et se retrouve dans une centaine de pays à travers le monde. Et à chaque congrès, on renouvelle nos responsables, le président, les vice-présidents, ainsi que les secrétaires généraux. Et lors du congrès qui a eu lieu du 25 au 27 du mois d'octobre, nous avons renouvelé nos institutions, les animateurs de nos institutions, et c'est à cette occasion que j'ai été élu vice-président de la Fédération internationale des droits de l'homme. Le vote se fait à deux niveaux. Il y a d'abord le niveau africain. Il faut que vos pairs du continent où vous résidez puissent vous choisir. Et après, votre candidature va être soumise au vote mondial de toutes les organisations membres de l'AFIDH. Il faut là aussi que vous puissiez être élu. Donc, c'est un honneur pour nous de voir qu'au-delà de Congolais que nous avons les collègues africains qui reconnaissent notre travail et au niveau mondial aussi on reconnaît notre travail. Contrairement à ce que beaucoup m'ont posé comme question, ce n'est pas des fonctions qui vous donnent de l'argent, non, ce sont des fonctions d'honneur. En fait, ce sont des fonctions qui démontrent qu'au niveau mondial, on reconnaît le travail de droits de l'homme que vous faites dans votre pays et que vous pouvez être la voix pour porter la question de droits de l'homme du monde devant d'autres institutions internationales qui travaillent sur la question, mais aussi devant les dirigeants du monde. Vous remercier pour cette occasion qui m'est offerte de m'exprimer sur des questions qui ont toujours été une préoccupation pour moi, mais c'est aussi de dire que contrairement à ce que beaucoup pensent, la République démocratique du Congo est le meilleur pays du monde. Si vous pouvez vous imaginer les agendas des autres nations sur le Congo, vous comprendrez effectivement que le Congo, c'est un enjeu important. Nous devons aimer notre pays, nous devons soutenir nos autorités dans la mesure où elles travaillent pour notre intérêt et faire en sorte que nous ne soyons pas toujours un peuple qui est réputé dans certaines mauvaises choses comme la corruption, les détournements des deniers publics, l'impunité, mais que nous puissions nous améliorer. Et dans ce cadre-là, chaque citoyen congolais, chaque citoyenne congolaise est appelée à jouer sa partition. Et surtout, nous devons avoir le courage de surveiller nos institutions, de surveiller le président de la République, le gouvernement, les ministres, ainsi que toutes les autorités au niveau local. Parce que nous ne devons pas oublier que toutes les autorités dans une démocratie sont nos mandataires et qu'ils ont des comptes à nous rendre. Et nous devons être capables de demander ces comptes au président de la République, au ministre, au Premier ministre, ainsi qu'à toutes les autorités. C'est notre droit le plus légitime. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci de votre sympathique attention à ce programme maintenant que vous avez l'habitude de suivre sur la RTGA, sur MB Télévision et sur toutes nos chaînes partenaires. C'était pour vous l'entretien avec Maître Jean-Claude Katende autour de la session budgétaire et d'autres questions liées à l'actualité. Je vous dis merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur tous nos réseaux sociaux et nous nous retrouvons très prochainement. Au revoir.